Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro de Noix-sur-Mer, ici sur le port de La Rochelle, devant son aquarium, un site qui accueille 800 000 visiteurs par an. C'est le premier site touristique de la Charente-Maritime, un endroit démesuré. Et qui collectionne les superlatifs et les chiffres, parce qu'il y a ici 12 000 animaux qui sont hébergés, 600 espèces dont 3 millions de litres d'eau de mer. Et ce n'est pas tout, derrière la vitrine, il y a aussi des soigneurs, des chercheurs, des programmes de conservation qu'on va vous faire découvrir pendant cette émission. Oui, on va rejoindre tout de suite Guillaume qui est avec les soigneurs plongeurs en immersion. On y va. Qu'est-ce qui fait chaud ici, là? Je crois aux Antilles. Alors, j'ai rendez-vous avec Elsa. Elsa. Ah, elle est là. Elsa, t'as passé combien de temps dans l'eau, là? Là, à peu près 20 minutes. 20 minutes. Et du coup, à faire quoi? Là, j'ai fait pas mal de tri sur les coraux, en fait. J'ai remarqué hier qu'il y avait une partie qui commençait à blanchir. Ouais. Donc ça, c'est pas bon signe, c'est que ça commence à mourir. Et donc, du coup, dans ce moment-là, on y va tout de suite le plus tôt possible pour pouvoir enlever la partie morte, pour pas que ça contamine le reste, en fait, de la colonie. Et donc là, ta mission aujourd'hui, c'est là, tu as traité les coraux, il y a aussi du nettoyage, il y a aussi... Il y a aussi du nettoyage, en fait. J'ai surtout fait la vitre de l'aquarium avant. Et j'ai encore du travail qui m'attend sur les coraux dans d'autres bassins. Et on l'a vu, il faut une dextérité assez incroyable. Tu arrives à te faufiler parce que les bassins sont finalement assez étroits. Oui, c'est très étroit, surtout celui-là. Il y a de très très grosses colonies. Et en fait, des fois, il faut un petit peu se contorsionner ou prendre appui sur la vitre ou sur le décor pour pouvoir pas abîmer les coraux surtout quoi. On a des colonies qui à la base pouvaient être petites, mais au fil des années qui grandissent, Donc là, j'ai dû faire un peu l'équilibriste ce matin pour pas les déranger. C'est pas toujours facile. Et nous, on essaye de minimiser, on va dire, notre travail, notre impact, faire le plus naturel possible et puis que les gens puissent découvrir ça en fait proche de chez eux. Mais toi aussi, ça te fait rêver d'être ici? C'est un plaisir parce que pour ma part, j'ai jamais plongé dans ce genre d'endroit, donc j'ai l'impression d'être un petit peu quoi. Il y a une autre partie importante, c'est le nourrissage, mais ça, on va voir ça avec Olivier. Pourquoi tu frappes là comme ça? Alors là, je vais appeler les raies à point bleu. Le fait de taper, ça va les prévenir que c'est l'heure du nourrissage. Tu leur mets quoi? C'est un nourrissage très ciblé. C'est exclusivement pour elles dans le bassin, D'accord. pas du tout pour les autres. Et en plus, les autres poissons n'ont pas les mêmes besoins que nos raies. Et donc le fait de pouvoir cibler, ça évite aux autres poissons de trop manger et ça permet à nos raies de manger suffisamment. Et le système de cette plaque? Le système de cette plaque, ça permet aux raies de venir directement à notre niveau. Ouais. Les autres poissons ne peuvent pas passer sur cette plaque. Donc Ah, elles, c'est-à-dire ça qu'elles vont alimente remonter à la surface, Exactement. venir là. Voilà. Bon, on les attend alors. Donc les voilà. Il a pris là, j'ai même pas le temps de voir. Très bien. Alors, elle est où la femelle? Elle est en bas là? Oui, voilà, exactement. Et ça peut durer longtemps? Ça dépend vraiment d'elles. Après, généralement, on leur accorde 5 à 10 minutes. Parce que si elles ne viennent pas, c'est qu'on estime qu'elles ont pas faim. La femelle est beaucoup plus délicate. Elle passe dessus. La quantité, c'est important? En soi, si en moyenne, elles mangent 30 à 40 grammes, c'est suffisant. D'accord. Il faut qu'elles mangent 1 à 2 % de leur poids par jour à peu près. Bon, on va passer au reste. C'est parti. Allez. Allez, on y va? Alors, au menu du jour, sèche, sardines,
Morceau de Moule. colin. Morceau de colin. Et ils nous ont reconnus ou quoi? Ils ont bien vu le plateau en tout cas. Alors, on va faire le test. Allons-y. S'ils me suivent. Ouais, pas sûr. Mais par contre, j'ai l'impression que toi, ils te suivent. Le t-shirt rouge, ils le connaissent assez bien. Je pense que c'est toi, la main nourricière. On y va, qu'est-ce qu'on fait? Alors, tu vas pouvoir prendre la gamelle Ouais. et leur distribuer en éparpillant un petit peu partout la nourriture. Morgane, c'est quoi ta fonction ici, toi? Je suis soigneuse plongeuse. Soigneuse plongeuse et nourricière aussi. Et aussi, je m'occupe de la nourriture, ça fait partie de mon travail de soigneuse. Après, notre travail, c'est aussi l'observation des animaux. En fait, j'ai remarqué qu'avec le nourrissage ciblé, il y avait possibilité d'améliorer la qualité de vie de certaines espèces, de leur fournir, par exemple, des médicaments, des vitamines, sans avoir à être trop intrusif. C'est un gros bout comme ça? Par exemple, oui. Et ça nous simplifiait donc la vie à nous, mais aussi aux animaux, parce qu'ils sont complètement déstressés et se sentent beaucoup plus à l'aise et à proximité de nous sans qu'on ait à les pêcher ou quoi que ce soit d'autre. On va pouvoir aussi travailler avec les langoustes, les crustacés ou le homard par exemple. Donc on habitue les langoustes à monter vers nous, prendre leur portion et repartir dans le bassin ensuite. D'accord. Là, est-ce qu'on est sûr en mettant tout ce petit plateau là que tout le monde va manger? Tout le monde va manger et en plus pour ce bassin, on a aussi une distribution de granulés régulière pour répondre à leurs besoins. D'accord. Et puis dans tous les cas, nous prenons le temps chaque jour, lors des nourrissages mais aussi le matin, et toute la journée d'observer les animaux, voir si justement quelques-uns auraient potentiellement perdu du poids. Et donc ainsi, on peut affiner les portions et la quantité de nourriture fournie à chaque bassin. D'accord, là, c'est très important le dosage, j'imagine, parce que ces poissons peuvent grossir aussi. Ces poissons peuvent grossir aussi, c'est pas ce que nous souhaitons non plus. On souhaite vraiment trouver le bon équilibre pour eux. Donc c'est pour ça que pratiquement tous les jours, on remet en question nos nourrissages et nos quantités. Moi, je termine là. Oui. Voilà. Oh, il y en a plein, Nemo. Papa Nemo, bébé Nemo, maman Nemo. Trop bien. Là, on est dans les coulisses des coulisses. On est au niveau laboratoire et on retrouve Théo. Tu fais partie des soigneurs qui s'occupent ici de faire quoi? Donc, alors dans ce labo, on cultive principalement du phytoplancton D'accord. et du zooplancton. Donc le phytoplancton, c'est vraiment le premier maillon de la chaîne alimentaire. C'est important d'avoir conçu tout ce système ici en interne à l'aquarium? Ouais, quand on essaye de faire de la reproduction dans un milieu comme l'aquarium, on est obligé de recréer toute la chaîne alimentaire. Donc phytoplancton, zooplancton, pour pouvoir ensuite nourrir les larves de poissons qui n'ont pas de zooplancton disponible dans les aquariums. Donc là, ce qu'on voit, les teintes de couleurs différentes, c'est parce qu'il y a quoi? C'est l'évolution des algues. Donc en fait, il y a de l'air avec du CO2 qui est mis dedans et la lumière derrière qui sert à faire une photosynthèse. Et donc au tout début, il y a très peu de cellules d'algues qui sont concentrées. Et petit à petit, avec la lumière et l'air et le CO2, elles vont se multiplier et donc du coup se foncir. Ouais. Et ensuite, on les distribue aux copépodes qui vont se nourrir de ce phytoplancton. Donc le copépode, c'est un zooplancton. Un zooplancton. Donc là, je vais vous mettre une goutte pour observer nos copépodes. Et là, voilà, on peut voir toute la population de copépodes qu'on a. Tout de suite plus appétissant. Pour qui? Alors en fait, c'est principalement pour nos larves de poissons. Donc on va retrouver ça finalement dans le grand cycle de l'aquarium, dans tous les autres bassins qu'on voit depuis tout à l'heure. C'est ça.
Alors Ricky, on l'a vu avec Tanguy, il y a du phytoplancton, du zooplancton. Mais là, les méduses, tu me dis que c'est du plancton aussi? Eh oui, les méduses font partie du plancton. En fait, elles n'ont pas la capacité de résister au courant. Donc, c'est ça la définition du plancton? c'est ça la définition du plancton. C'est les êtres qui ne vont pas être capables de résister au courant. En fait, elles ne peuvent pas lutter ou nager contre le courant. C'est pour ça qu'on le met dans un aquarium rond. Ça va créer un courant qui va permettre à la méduse de toujours rester en eau. Si on coupe l'eau, elles vont tomber ou flotter. Alors ici, vous faites de l'élevage de méduses? Exactement, ouais. On reproduit 15 à 16 espèces. Tu peux nous montrer le cycle un petit peu, par où ça commence? Alors on va commencer sur les méduses. Le premier stade, c'est ce qu'on appelle les polypes. Ça ressemble à une mini anémone. D'accord. Et donc ces petits polypes, selon comment on les fait réagir, ils vont donner des éphirules, donc le prochain stade de la méduse. Ils vont se transformer complètement. Tu me montres? Et bien on peut aller voir. Allez, des éphirules, j'en apprends des choses aujourd'hui. Ça, ce sont des éphirules. Voilà. Celles-là, elles ont déjà 2 à 3 semaines. Ce qu'il faut savoir, c'est que les méduses, ça vit vraiment peu de temps. Ça vit 1 an, 2 ans grand maximum. Donc nous, on a nos aquariums en exposition. Donc le but, c'est produire des méduses pour quand les anciennes meurent, d'en mettre des nouvelles, renouveler le cycle et toujours avoir des méduses de belle qualité pour nos visiteurs. Ce sont des organismes qui plaisent aux visiteurs, les méduses? Les méduses, ça plaît beaucoup aux gens et c'est surtout très photogénique. On peut rester longtemps, c'est quand même assez féerique comme animal. Donc là, on va aller nourrir. C'est le plancton qu'on a vu avec Tanguy? Exactement. Exactement, c'est du zooplancton. Et donc, elles prendront la couleur? Et exactement, vu qu'elles sont complètement transparentes, on va voir après les petits estomacs qui vont se remplir. Tu parlais de ces méduses qui vivent sur nos côtes. C'est vrai que sous l'eau, il y a beaucoup d'espèces. Je te propose d'aller en voir quelques-unes de ces espèces, notamment des nudibranches qui vivent dans le bassin d'Arcachon. Sous l'eau, c'est une exposition au musée Mer Marine de Bordeaux. C'est un monde insoupçonné, microscopique, des couleurs et des formes incroyables. Voici les beautés cachées du bassin d'Arcachon que Frédéric Lamotte a photographiées, immergées la nuit au plus près de ces créatures invisibles. Des photos qui ressemblent parfois à des tableaux. Le choix des photos que je fais, ce sont les photos les plus artistiques, de façon à capter l'attention, à émerveiller, de façon à éveiller les consciences. Frédéric Lamotte plonge depuis 30 ans dans le bassin d'Arcachon. Au fil des plongées, le photographe a découvert des organismes étonnants, des anémones de mer, des limaces et des crabes. Une biodiversité unique qui est en train de disparaître. Les gens n'imaginent pas qu'il y a ça sous l'eau. Et ça justifie aussi le fait que le bassin est géré comme un port pour le tourisme de surface. Et on ne se préoccupe pas du tout de ce qu'il y a sous l'eau. Ces 10 dernières années, je l'ai vu dépérir de façon exponentielle. Le bassin se salit. Un coup de projecteur engagé pour mettre en lumière ce petit peuple des fonds marins en danger. À voir au musée Mer Marine de Bordeaux. On est toujours dans le laboratoire de biologie de l'aquarium et cette fois-ci on est avec Maëlle. Donc toi tu es aussi soigneuse plongeuse mais tu as une spécialité. Effectivement, c'est les boutures. Les boutures de coraux. Exactement. On est côté, il fait chaud là, on est côté... Oui, c'est une quarantaine chaude là. C'est les Caraïbes, la mer Rouge, tout ça. Là, l'eau actuellement elle est à 26 degrés, donc on est bien. Est-ce que tu veux bien me donner mon premier cours de bouturage de coraux? Avec grand plaisir. Nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est à les mettre sur ce petit support. Ouais. Donc on va les mettre droit. D'accord. Et en fait, ça va permettre au corail du coup de se développer. Ça va donner un bouquet que nous ensuite on va pouvoir aller entreposer en exposition
pour que les visiteurs voient tout ça. Mais alors, tu fais comment en fait? Tu le colles? C'est quoi? Oui, c'est ça. C'est des animaux, donc il faut être un peu délicat quand même, c'est ça le truc? Ça reste des animaux. Ouais, si j'en mets suffisamment, là, Tu peux encore un petit peu en mettre. Parfait, nickel. Okay. Et ensuite, tu peux mettre le corail dessus. Ah, ok. Et ensuite, tu peux le remettre dans l'eau. Ouais. Et là, il va falloir attendre un petit peu le temps que la colle prenne. Ça me laisse le temps d'admirer un peu le reste de tes boutures. Exactement. Là, je vois qu'il y a un ou deux poissons qui sont là. C'est quoi? C'est juste pour le plaisir d'en avoir ou ils ont un rôle déjà? Non, alors ce sont des brouteurs. Dans le bac, on peut voir qu'il y a quelques petites algues qui traînent. Donc les poissons, ils vont être là pour nettoyer et pour éviter que ça prenne le dessus sur les coraux. D'accord, c'est des auxiliaires, on travaille ensemble. Exactement, c'est ça. Tu crois qu'on est bien là au niveau de la... On va voir si ça tient. Toi, c'est très bien. Je peux le remettre là. Ouais, tu peux le mettre dans un des trous. Dans un des trous. Voilà. Pourquoi est-ce que ça a du sens de faire ça? En fait, toutes les boutures qui sont ici viennent d'autres aquariums où c'est nos propres boutures à nous. Tout ça pour éviter donc de prendre dans le milieu naturel et de faire une préservation au sein des aquariums. Ben écoute, grâce à toi, Maëlle, j'ai fait ma première bouture de coraux. Je suis très fier. Et ben, je suis contente pour toi. Les requins, là, ça vous impressionne? C'est un peu le clou du spectacle ou pas? Oui. Ouais. Oui, on est venu surtout pour ça. Ouais. Est-ce que vous irez vous baigner? Non. Si, moi justement, je disais que ça me donnait presque envie d'aller nager avec eux. Donc là, on a des sèches, du merlan, du saumon. Donc là, aujourd'hui, ça va être un congre, donc qui paraît assez gros, mais ils sont capables de les manger. Pauvre Guillaume. Le congre était assez gros, donc faut s'imaginer qu'ils n'ont pas de main pour le manger, donc forcément ils se débattent un petit peu, ce qui rend cet effet un peu impressionnant. Ouais. C'est fou, moi je suis sur une passerelle là, je sais que tout va bien se passer, maintenant j'ai de l'émotion. Ouais, bah, c'est sûr, après c'est une question d'habitude aussi, mais c'est sûr que c'est toujours impressionnant. Ouais. Toujours envie de se baigner? Peut-être une fois qu'ils auront bien mangé. Florence, nous allons soigner les tortues. Bonjour Florence. Bonjour. On est ici dans un endroit spécial de l'aquarium. On peut dire que c'est l'hôpital des tortues. Exactement. C'est là où on va prendre soin des petites tortues qui se sont échouées pendant la période hivernale. On va les soigner et les observer jusqu'à ce qu'elles puissent retourner dans le milieu marin. Dès qu'elles vont arriver dans notre centre de soins, on va réaliser donc un premier bilan sanguin complet qui va nous donner un petit peu leur état de santé général. Et puis ensuite, on va objectiver leur pathologie en réalisant d'autres examens un peu plus poussés. Par exemple, des scanners? Lorsqu'on ne voit pas forcément bien au niveau des radios, on va pousser jusqu'au scanner et c'est ce qu'on fait pratiquement sur toutes les tortues puisque les tortues qu'on va recueillir dans notre centre de soins souffrent principalement d'infections pulmonaires. Les soins, ça passe par la nourriture? Donc on prend un cachet qu'on va venir cacher dans ce poisson. Ça fait combien de temps que tu fais ça, toi? Un peu plus de 15 ans maintenant. Donc là, on va prendre à la pince. Ok. Les échouages, ils sont de plus en plus fréquents. Ça va dépendre des conditions météorologiques, puisque ce sont ces conditions-là qui vont déterminer si les animaux vont avoir plus de chances de s'échouer. On a des petites tortues qui vont être au large, poussées sur les côtes européennes, où là, elles vont trouver des conditions, si elles arrivent au printemps ou en été, idéales, parce qu'on a une zone qui est extrêmement riche et variée au niveau de la nourriture. Et par contre, à partir du moment où les températures froides vont arriver, à partir de 15 degrés, elles vont commencer à rentrer dans un état d'hypothermie. D'accord. Et c'est là où elles vont commencer à être malades et elles vont être comme tétanisées en fait. Alors, c'est une question qui peut te dérouter, toi qui prends soin d'elles tout le temps, mais vous avez des pertes? Oui,
Et ça, c'est le moment qui est forcément le plus compliqué, hein, parce que avant que les tortues elles arrivent dans notre centre de soins, il y a eu énormément de personnes qui se sont démenées pour les faire arriver jusque dans notre centre de soins. Parfois, elles décèdent 1 mois ou 2 mois après parce que les traitements n'ont pas fonctionné, l'animal était vraiment trop avancé. Donc c'est la partie qui est forcément la moins évidente. Hein, Il y en a beaucoup que tu soignes et qui sont remisés en liberté. On a suivi d'ailleurs, c'était au printemps dernier, où 65 tortues ont été remises dans leur milieu naturel. Elles entament à pas lents leur retour vers l'océan. Jamais on n'a vu autant de tortues sur cette plage de l'île de Ré. Elles étaient 65 ce matin, relâchées par l'aquarium de La Rochelle, sous le regard de nombreux curieux. Le fait qu'elles réussissent à s'en sortir et qu'elles réussissent à retourner dans l'eau, dans leur habitat naturel, c'est plaisant à voir, quoi. Toutes ont été sauvées entre octobre et avril sur la côte du Pays Basque au Pas-de-Calais par le Centre d'études et de soins pour les tortues marines. En 50 ans, il n'en avait jamais recueilli autant, plus de 130. Mais quelle est la cause de cet échouage 10 fois plus important que les autres années? Pour ce doctorant océanologue, c'est la faute de phénomènes météorologiques intenses. Cette année, on a eu des courants qui étaient particulièrement forts, notamment à cause des tempêtes qu'il y a eu à l'automne sur la façade atlantique française, ce qui a fait que les courants étaient plus orientés vers le golfe de Gascogne et plus forts. Donc plus de tortues se sont retrouvées dans la région. Et en hiver, les eaux sont relativement froides ici. Donc plus de tortues dans des eaux qui sont froides pour assommer les tortues, ça fait plus de tortues sur les côtes françaises échouées. Pour étudier leur parcours et leur comportement, les plus grosses ont été munies de balises. Vous pouvez suivre leur périple au quotidien sur le site de l'aquarium de La Rochelle. Mathieu, on a vu pendant tout ce reportage, puis là on arrive du centre de soins des tortues. C'est très important aujourd'hui pour l'aquarium de La Rochelle, cette dimension conservation. Pour moi, la mission principale, bien évidemment, c'est de montrer à un plus grand nombre la beauté des milieux aquatiques, ce qui, pour nous, on l'espère, les émerveille et ensuite leur amène à une protection. Toi, en tant que directeur, tu es moteur là-dessus, mais ça a toujours été dans l'esprit de l'aquarium de faire avancer les recherches, les compétences scientifiques aussi autour de toutes ces espèces. Un institut comme le nôtre se doit d'accompagner la recherche. Le monde de la recherche, ils ont des compétences que nous, on n'a pas et inversement. Ils viennent chercher ici des personnes qui travaillent au quotidien auprès des animaux et donc avoir un retour, une action sur ces animaux, c'est quelque chose qui est important. À l'avenir, vous aurez peut-être des espèces vivantes chez vous qui n'existent plus dans le milieu naturel? J'ai pas envie de répondre oui parce que pour moi, je ne veux pas voir un institut comme le nôtre comme une arche de Noé. Ça veut dire qu'on n'aura pas réussi la mission à sensibiliser et à reprendre la biodiversité dans le milieu naturel. Poussons le bouchon. Et si on parlait réintroduction à un certain moment, du coup? Ça ne sert à rien de réintroduire des animaux dans un milieu dégradé. La finalité sera la même. Donc la première mission, c'est ça, c'est de sensibiliser, de faire venir le maximum de personnes. C'est de réparer les milieux, de réparer l'équilibre du milieu. Et une fois que l'équilibre du milieu, là, éventuellement, effectivement, la réintroduction peut être... Mais c'est en dernier recours et ça n'a presque aucun sens. C'est pas l'axe sensibilisation et la protection du milieu pour que les espèces puissent... Enfin, qu'il y ait une résilience de la nature. Voilà. Et je crois à cette résilience. Messieurs, je vous coupe, c'est la fin de l'émission. Déjà, merci Mathieu de nous avoir accueillis. Vous parliez un petit peu de l'évolution du milieu. On va s'intéresser, nous, le mois prochain, à l'érosion. Et pour ça, on ira sur l'île de Léron. Parce que là-bas, la mer gagne du terrain. À bientôt. Bye.